Donc, mon nom, c'est François-Xavier Blot. Je suis spécialiste destination voyage chez Caravanier et guide aussi, beaucoup dans les destinations, certaines des destinations ciblées par la nordicité, mais en particulier pour les monts Grou et le Groenland. Parfait. Et Ben toi? moi, je m'appelle Jean-Philippe Leblanc. Moi, j'en suis, en fait, ça fait un peu plus de 16 ans que je suis avec Caravani. Donc, beaucoup de voyages de montagne au début, puis là, de plus en plus vers les voyages nordiques, et tout ça. Donc voilà. En fait, ça fait longtemps que je suis là. Ça fait longtemps que je guide pour Caravanier. C'est tout. On va commencer ça. Si vous voulez, au fait, je vais commencer ça vraiment rapido, juste par placer un petit peu tu sais, l'histoire de Caravani, sans tomber non plus dans les détails là, incessants. Tu sais, Caravani, il y a quand même un petit point historique qui est intéressant à savoir, que je vais faire un lien avec quand je vais vous présenter le voyage à Baffin, là. Juste pour présenter l'historique, Caravani, 25 ans, à peu près le 25-26 ans. Donc, ça a été créé en 98 par notre ami Richard Rémy, donc le fondateur de Caravani. Donc, une agence très forte, très impliquée dans le tourisme d'aventure à l'international, évidemment. Puis, juste vous présenter brièvement les valeurs de l'entreprise. Au cœur de la mission de Caravani, de ce qu'on veut faire vivre aux gens, il y a toujours de un, je pense, c'est le souci de nos partenaires locaux. Donc, de prendre soin d'eux, d'être avec eux, de les faire participer à nos circuits, puis d'essayer, dans la mesure du possible, d'avoir un impact positif. On parle souvent du sans trace quand on parle de plein air, mais là, je pense qu'on essaye de laisser des traces, au contraire, avec nos équipes locales. Donc, d'avoir vraiment une fraternité, collégialité, puis faire en sorte qu'ils se sentent aussi respectés quand on travaille avec eux. Donc, on les a aidés évidemment à tous les défis que peuvent vivre des équipes locales avec des enjeux climatiques, avec plein de choses et tout ça. Donc, Caravani a toujours été impliqué, beaucoup au Népal, évidemment, dans la région là, un peu du sud du Solokhumbu, là, qu'on a été impliqué, construction d'écoles, etc. Donc, ça, d'une part, c'est vraiment depuis le début. Puis déjà, depuis quelques années, les valeurs environnementales prennent de plus en plus de place chez nous. Depuis très longtemps, on contribue à Planétaire là, pour la compensation carbone de tous nos voyages. Et aussi, depuis plusieurs années, on contribue au projet, au fait, 1% pour la planète aussi. Donc, on a été la première agence de tourisme d'aventure à participer à ce projet-là. Donc, valeur environnementale, valeur sociale, c'est vraiment ce qui nous ressemble, ce qui nous rassemble, au fait, chez Caravani. Puis voilà, je n'irai pas plus loin que ça sur cette petite description. Puis je passerai le palais, la POC à mon ami FX, qui va d'abord et avant tout vous parler des monts Wapishka, des monts Grou. Il va vous présenter le circuit là-bas. Puis à la suite de sa présentation, je vais prendre le relais. Puis je vais vous présenter Baffin, en fait, à la suite de ça. Tu sais, chez Caravani, qu'est-ce qui nous drive beaucoup un peu pour les voyages qui touchent le nord, les aspects nordiques, dans le fond, ce qui commence à devenir une ligne de direction chez nous, chez Caravani, c'est vraiment le concept de nordicité, en fait, qui est un peu la caractérisation des phénomènes nordiques et tout ça. Donc, nordicité, c'est un mot très québécois, au fait, qui a été inventé par Louis-Edmond Hamelin, qui est un géographe québécois, de l'Université Laval, qui est décédé il y a quelques années et dont une partie des cendres se retrouve d'ailleurs au site traditionnel de Mouchouanipi, sur la rivière Georges, qu'on peut d'ailleurs là-bas. Donc, les aspects de nordicité, c'est vraiment comment on traduit ça chez les voyages, chez Caravani, comment on vit cette nordicité-là? Ben, c'est de vivre l'expérience la plus complète possible, de partir du paysage, d'aller vers l'humain, donc d'approcher ça d'une manière très, très ouverte et très large pour essayer de mieux apprécier
les différents nords qui sont vécus par les personnes. Donc, on peut parler du nord vraiment très, très arctique, comme le voyage comme Baffin, comme un nord un peu plus boréal, comme celui que va vous présenter FX avec les monts Grou. Donc, dans les prochains mois, les prochaines années, ce concept de nordicité ou cette thématique de nordicité, de voyage chez Caravanier, va prendre de l'ampleur de plus en plus. Et on essaie évidemment le souci qu'on a aussi, qui va beaucoup avec nos valeurs, c'est évidemment de respecter le plus possible les personnes qui vivent ce milieu-là. Et déjà, des petits changements qu'on a pu faire tranquillement, c'est d'essayer de nommer le territoire de la manière dont les personnes qui habitent ce territoire-là le nomment aussi. Donc, c'est un peu dans cette veine de pensée-là que les monts Grou deviennent les monts Wapishka, parce que c'est de cette manière que les Inuits appelaient ce territoire-là. Et c'est un peu la même chose aussi pour la terre de Baffin, où tranquillement, l'an dernier, je suis retombé sur des anciennes cartes qui avaient été faites par des personnes qui avaient sondé des aînés pour savoir comment eux appelaient leur territoire. Donc, on va passer par exemple du mont Tard au mont Keksualuk. Donc, essayer de vraiment respecter l'esprit du lieu le plus possible, respecter la manière dont les personnes qui vivent ce territoire-là l'appellent. C'est un petit geste, mais on croit que ça peut avoir un bel impact sur les communautés qu'on visite. Donc, puisque FX est revenu, je viens de présenter le concept de nordicité rapidement, mais je te passerai le relais. Parfait, super. Et puis, il faut savoir aussi que ce concept de nordicité, ben, on ne le présentera pas aujourd'hui, mais on l'extrapole. Aujourd'hui, c'est plus la thématique hivernale de cette nordicité, mais on l'a ailleurs aussi pendant l'été au Groenland et sur certaines destinations comme la rivière Magpie, entre autres, et la réserve de Mouchouanipi au nord de Schefferville. Donc, ce sont des voyages qui exprimeront un peu le même concept à leur manière au courant de l'été, mais ça sera présenté ultérieurement. Donc, allons-y tout de suite avec les monts Wapishka. Je partage mon adresse, mon adresse, mon, mon diaporama, et j'ai besoin d'un accord visuel si tout est beau dans 2 secondes. Donc, JP, tu me dis si tu vois le plein écran. Merveilleux. OK, super. Donc, les monts Gros, là, c'est encore marqué comme ça, c'est le vieux diaporama. Donc, en fait, c'est les monts Wapishka. Wapishka qui signifie, en fait, tout simplement sommet rocheux, toujours enneigé. Donc, souvent, hein, dans les cultures nomades, comme les Inuits, la nomenclature était tout simplement descriptive de lieux. Donc, on reprend cette idée-là des monts Wapishka pour aller faire justement une immersion nomade dans le territoire. Pour s'y rendre, donc notre concept de voyage fait en sorte qu'on commence le voyage à Bécomo. On a une pré-nuit. Excusez, je suis dans un lieu public, ça se peut qu'il y ait du bruit. On commence à Bécomo, on fait une pré-nuit là-bas, parce que bon, on sait que pour la plupart qui sont dans la région de Montréal ou de Québec, on a 6 à 8 heures de route. Et le lendemain matin, bon café, sur la rue principale, on fait la route vers Manic 5, escale là-bas, et on continue jusqu'à la station Wapishka, qui sera notre premier hébergement, camp de base pour démystifier le territoire. Ensuite de ça, marche le mont Arfan, encore une fois, démystifier le territoire, voir un peu l'équipement de tout le monde, et puis après ça, immersion 5 jours dans les monts Wapishka. Tout ça commence en amont, pas mal de loin, donc tout est fait maison chez nous. Hein? Il n'y a aucun intermédiaire à part la station Wapishka. Toute la nourriture est cuisinée d'avance, elle est fraîche, congelée, transportée dans des glacières. On met vraiment beaucoup d'emphase sur la bouffe dans ce voyage-là. C'est un élément fort du voyage, autant au niveau goût qu'apport calorique. Tout ça, c'est ça. On m'aide avec notre van, on se rend à destination. Toujours la notion de effort et confort, du moins qui nous habite. Je parle peut-être plus personnellement, c'est pas tous les guides qui sont comme ça. Mais pour moi, les produits locaux à caractère réconfortant, eh bien, on les veut. Alors, le gin Nord-Côtier de Bécomo, la microbrasserie Saint-Pancras, c'est des acteurs réguliers sur nos voyages sur la Côte-Nord. Parce que c'est un forfait, ce voyage, l'ARF, qui est un organisme là, des réceptifs du Québec, octroie un rabais à travers Explore Québec de 25% pour notre voyage sur les monts Wapishka. Donc, un forfait, ça veut dire qu'il y a plusieurs services touristiques, entre autres ici avec la gang,
d'attitude nordique, on va faire de la tyrolienne et rando, exploration du territoire côtier dans la baie de Saint-Pancras, entre autres, la première journée avant de monter à Manic 5. Donc, puis si on est avec Fred là-bas ou un de ses guides, puis on comprend ce territoire boréal, on comprend un peu l'histoire aussi, marine du coin, les glaciers, etc. Donc, c'est vraiment un petit volet qui est intéressant pour compléter l'expérience, donner un côté plus maritime à notre voyage qui sera clairement montagnard. On fait la route, on arrête un icône du Québec, Manic 5, barrage construit dans les années 60, un des plus imposants à l'époque, un icône littéralement du développement, on va dire, énergétique au Québec. Et la station Wapishka, qui est plantée au milieu, justement, au pied des Monts Gros, à côté du réservoir Manicouagan. On passe là 2 nuits. C'est un bâtiment qui a été construit, c'est un projet en fait qui a été construit dans le but justement de redonner sens au territoire pour les communautés Innu, d'engager des Inuits pour gérer les lieux, tout ça en lien avec Bécomo, etc. On essaie d'avoir une cuisine légèrement inspirée, sachant que bon, c'est quand même assez basique, mais la connotation culturelle amérindienne Innu est très présente là-bas et fera partie des journées qu'on aura autour de la station. Des fois, il y a des conteurs qui sont présents, il y a des chanteurs aussi, chansonniers, bref, rien n'est garanti, rien n'est standardisable avec la culture souvent amérindienne, mais c'est un peu sa beauté, son petit côté chaleureux. On va transiter tout le matériel parce qu'on part lourd. Notre but, c'est de monter un camp de base dans les Monts Gros. Donc, tout ça avec notre ami Pierre à destination. On monte ça en motoneige par les sentiers autorisés pour aller s'établir au cœur des Gros. Donc, c'est des centaines de kilos de matériel qui sont transportés pour faire en sorte que... Oh, non chronologie des photos, en tout cas. Pour faire en sorte que, finalement, on ait juste un sac de jour pendant tout le voyage. Okay? Donc ça, c'est quelque chose que je voulais qu'on ait comme condition. Déjà qu'on est l'hiver, même si c'est à la fin mars, c'est quand même froid, etc. Je voulais pas en plus qu'on ait tout le portage, la dynamique des traîneaux. Donc si on veut une immersion dans un univers boréal nordique, c'est peut-être un voyage qui est déjà un petit peu plus accessible que ce que va nous présenter notre ami Jean-Philippe. La petite aparté ici, c'est ça, c'est la randonnée qu'on fait souvent en raquette là, sur le mont Arfan, qui est un mont connu là, pour ceux qui voient un peu les lieux. C'est un mont qui est comme, oui, dans le massif des Gros, mais beaucoup proche du réservoir de Manicouagan. Donc, ça permet justement de se faire au territoire, aux conditions, on est dans l'ambiance, puis on a surtout de très belles vues sur les lieux, puis la descente est juste vraiment drôle. Bref, je vous en dis pas plus, mais super descente en perspective. Le lendemain, on enchaîne, on met les skis. Donc, on voit ici que, si je regarde, là, tout le monde a à peu près le même genre de ski. On est sur du ski nordique, du ski cross-country ou du back-country. Je prends les termes anglophones. En gros, c'est du ski de randonnée de montagne. Mais il y a toujours la version ski de fond avec peau intégrale, avec un petit peu plus de largeur, pour ceux qui ont la capacité d'être dans un territoire comme celui-là. Donc, on ne fait pas de discrimination au ski, mais c'est sûr qu'il y a un volet descente qu'on va voir tantôt. Donc, évidemment, là, chacun va retrouver son compte. On fait souvent des alternatives de descente où il y a un point commun puis on prend 3 chemins différents. Donc, l'idée, c'est ski, peau intégrale pour l'entièreté de la portion dans les Gros. On va remonter le ruisseau Provencher, super aventure. C'est toujours un peu incertain à ce moment-là de l'année, on est à la fin mars, à quel point c'est dégelé, à quel point ça passe, mais je vous le dis, là, ça fait 4 fois qu'on le fait, là, 4 éditions, ça passe tout le temps. On touche du bois. Voilà. Donc, après ça, on arrive sur le massif, puis là, on commence vraiment à se mettre dedans. C'est 15 km à peu près se rendre à notre lieu secret de camp de base, qui est situé à côté d'un très beau lac, mais aussi, surtout à côté du massif du Mont Nomade. Le spot est juste parfait. On va là depuis 4 ans maintenant. Et puis, on est bien habitué, on a notre source d'eau, tout ça. Donc, c'est la vie de camp. C'est la vie de camp de base. Quelques images de ça. On est quand même camp de base lourd puisque tout est transporté en motoneige. Du propane pour la cuisson des repas. Les chaufferettes pour chauffer les tentes. Donc, on a des grosses chaufferettes au propane qui permettent d'avoir une température ambiante confortable. Okay?
Bon, mon ami Eric ici qui a toujours sa gueule de viking. Mais bon, ça reste qu'on est super bien installé. On a un setup pour sécher les peaux aussi dans cette tente-là, setup pour sécher les bottes, surtout les chaussons. En fait, dans la tente commune qui est une tente Stronghold, ceux qui ont fait le Groenland peut-être avec nous, c'est les mêmes tentes. On mange bien, on boit bien, c'est ludique. OK? Et puis, comme je disais, la température ambiante peut être autour de 10 degrés dans la tente, fait que c'est quand même correct, même si à l'extérieur, on parle peut-être de températures qui vont osciller entre 10, pardon, moins 10 et moins 20 là, la nuit. Fait qu'au moins, on a ces moments-là de ressources. Tente individuelle ou à deux, plantée tout autour, matériel tout est fourni, okay, sauf matelas. Matelas, ça, c'est selon disponibilité à cette époque de l'année parce qu'on est super sollicité, mais a priori, c'est tous les tentes, tout ce qui est équipement commun, c'est fourni. L'idée à partir de ce camp de base-là, c'est rayonner. Donc, on rayonne depuis le même camp de base tout au long du voyage. Il y a plein d'alternatives ou d'itinéraires en boucle qui permettent de pas ou très peu passer par le même chemin. Donc, on va vraiment tracer, si vous voulez, une fleur autour de ce camp de base. Les tracés, on les connaît tous, sont super précis, sont de plus en plus riches en termes de variation de paysage et de qualité de ski, mais à chaque année, on aime quand même se donner un petit peu de créativité puis de s'inspirer selon ce qu'on aura. Alors voilà, principalement, donc, vous voyez, le camp est dans la zone subarctique du territoire, mais en à peu près une demi-heure de ski, de montée, on arrive dans la zone arctique, ou dans la zone alpine du massif des monts Wapishka. Fait qu'à partir de là, sky's the limit au niveau des tracés, des possibilités. Ceux qui veulent se faire un petit peu plus de descente, un petit peu plus de sensations le font, d'autres contournent. On se donne toujours des objectifs clairs selon les visibilités. Donc pour ça, l'encadrement, c'est super solide. Voilà, donc c'est quand même, en tout cas pour ceux qui sont skieurs, c'est un territoire génial. Les conditions de neige sont souvent idéales à bonnes, je vous dirais, parce que bon, sur les sommets, des fois, c'est venté, croûté, mais à part de ça, dès qu'on rentre en vallée, c'est superbe. Même à cette période de l'année-là, on s'attend à de la poudreuse, là, et en bonne quantité. Donc, le concept, c'est ça. C'est immersion dans le territoire, explorer, aller chercher des points de vue, faire des descentes aussi, avoir des moments de détente pour relaxer, tout simplement, pour justement, tu sais, voir les lieux, les saisir, se poser, super bien manger, puis se donner quelques sensations en ski. Donc, selon l'encadrement, c'est-à-dire selon la composition des groupes, on aura toujours deux alternatives. C'est-à-dire qu'il y a deux guides, un qui va se concentrer sur le ski plus descente, puis un autre plus sur le ski de randonnée tout court. Alors, à la descente, on peut se permettre toutes sortes de choses, toutes sortes de niveaux. On voit peut-être un peu les tracés là, de la montagne du Mont-Nomade qui est juste en arrière du camp de base. Donc, il y a plein d'alternatives, mais ça, c'est des lignes vraiment magiques. C'est dans les plus belles descentes qu'on peut retrouver là-bas, entre autres. Fait que ce côté-là, quand même, sensation ski de rando de montagne qui est à l'honneur, mais c'est quelques moments précis pendant le trip, parce que sinon, vraiment, le reste, on est en exploration, donc en randonnée alpine. Donc, voilà, donc c'est création du moment. Là, je ne décrirai pas tous les jours parce que c'est ça. Il faut quand même savoir que les conditions dans les monts Grou, c'est réputé pour être quand même, je dis pas extrême parce que tantôt Jean-Philippe va parler de Baffin, là, mais c'est quand même des conditions complexes ou difficiles. Donc, on peut s'attendre à de la neige, à de la neige abondante. On a déjà eu, comme je l'ai dit tantôt, jusqu'à moins 20 de nuit, malgré que normalement la moyenne c'est plus chaud. Il y a des tâches communes au camp de base, donc il faut aller chercher de l'eau, il faut refaire le sapinage pour l'entrée, puis le fond de la tente, il faut dégager des lieux, transport in and out du matériel de cuisine, des repas, etc. Donc c'est convivial, actif, participatif. Encore une fois, ceux qui ont fait des voyages de ce type-là, Groenland ou autre avec nous, ça change absolument rien. Donc, on est dans cet esprit-là. Et je vous dis, à chaque année, c'est un grand succès. On capote sur le territoire. On se rend compte qu'on a ça au Québec, puis on n'en revient juste pas. Puis ceux, des fois, qui se posent la question, j'y vais-tu l'été ou si j'y vais l'hiver? À mon avis, si vous résistez bien au froid, l'hiver, c'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile comparativement au terrain super complexe, humide,
soit qu'on peut retrouver dans les groupes pendant l'été, sans parler des moustiques qui ont été inventés là-bas, paraît-il, selon une légende Innu. Donc c'est ça, c'est à vous de considérer tout ça, mais le déplacement est beaucoup plus fluide et agréable, je dirais, à mon humble avis, pendant l'hiver. Donc on propose 2 dates cette saison, en tout cas l'hiver prochain ou à la fin de l'hiver prochain. Donc, ça vous donne le temps là, de vous faire en ski là, pendant l'hiver qui commence là, tout juste en ce moment. Donc, 2 dates, 22 au 30 mars, 29 mars au 6 avril. Ça commence à Bécomo. Et voilà, donc 25% de rabais, je tiens à le dire encore, avec Explore Québec. Donc, c'est quand même un rabais considérable là, pour la valeur de ce voyage. Donc voilà, donc si vous avez des questions, écrivez à mon adresse ou à celle de Caravani. Donc à Caravani, c'est expédition avec un S @caravani.com ou moi-même fx@caravani.com. Donc au plaisir de s'en reparler. Et je tire une POC à Monsieur JP, si tu es encore là. Bien sûr, je suis Il y a toujours peut-être une là. petite pause de questions, là. On peut prendre 2 minutes. Le temps que je trouve mon curseur pour arrêter le partage d'écran. Je sais pas si tu vois des questions. N'hésitez pas au fait à poser les questions dans Ouais. l'onglet discussion, discuter, Q&R. Je pense que ça peut porter différents noms. OK. Vous avez envoyé un petit bonjour à tout le monde en début de rencontre. Attends. Eh, mais excusez, là. Je suis dans un. Je vois pas mon curseur, donc. Je ne vois pas ton curseur, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas la commande vocale sur ces ordi-là. Je pourrais te peser à arrêter le partage, mon GP. Fait que fais-nous un petit PR de transition, là. Laisse-moi une seconde de concentration. Je vais faire C'est quoi le danse. problème? Bon, on est Au fait, au convivial. C'est pire, convivial. délogue-toi, là. Fais juste. Moi, j'ai pas besoin de toi, FX, pour faire ma partie, Non, là. c'est sûr. Donc, je vais vous laisser. Je vous remercie. Ouais, je pense que je vais juste fermer mon laptop. Ça va être ça. Mais Ouais, non, ça va. il y a une Pas sûr. petite question. Ouais, vas-y. Pose-moi C'est quoi là. tu pourrais-tu, tu sais, c'est quoi les genres de repas que tu sers, mon couple préféré? Pourrais-tu nous OK. donner un petit peu plus de précision là-dessus? Ouais, donc des fois, on fait toujours un plat mijoté, genre blanquette de veau, tout ça, servi avec un lit de pâte. On a toujours notre classique saumon qui est mariné. Donc, je fais cuire sur place avec plein de pommes de terre, chutney de mangue, etc. On a classique aussi les boulettes scandinaves faites maison. Donc, tu sais, c'est en quantité abondante. Les déjeuners puis les soupers sont quantité abondante et vraiment, là, on met le paquet. Là. Et puis, après ça, le midi, c'est plus des snacks de course. Mais ça, au niveau qualité de la bouffe, là, c'est comme certainement le voyage qu'on peut se permettre le mieux à cause de la conservation. Fait que, c'est ça. Donc, voilà. Ah, j'ai réussi, je pense. Parfait. OK, cool. Donc, ben, écoutez, je vous laisse entre les mains de JP. S'il y a d'autres choses, n'hésitez pas, écrivez-nous. Cool, ben, rebonjour à tous. Sinush Kumiten. C'est ça. OK. Le taquin effet. Ouais, c'est bon. Je vais prendre le relais, au fait, pour vous parler du voyage à Baffin. Je vais juste partager mon écran, juste pour que vous voyez du moins un petit peu où ça se trouve. Donc, je pense que j'ai bien partagé le bon écran. Donc, on voit vraiment l'île de la Terre de Baffin qu'on retrouve tout au nord du Québec. Et nous, ce qu'on fait depuis 26 ans déjà, au fait, on s'en va traverser cette péninsule-là qui s'appelle la péninsule du Cumberland, à l'intérieur de laquelle, sur cette péninsule-là, on retrouve le glacier Penny, donc qui est toute la partie
On voit la petite ligne, ça c'est rouge, c'est l'itinéraire qu'on fait entre Qikiqtarjuaq et Pangnirtung, et on voit à gauche de ça toute la calotte glaciaire Penny. Donc c'est vraiment le territoire en gros, juste pour que vous sachiez un petit peu dans quel coin je vous amenais. Euh, Avant de rentrer dans le détail de ce voyage-là, que je vous présente quelques petites photos et tout ça, le voyage qu'on fait cette année, là, c'est vraiment une édition plus que spéciale. Puis c'est avec beaucoup de fierté puis beaucoup d'émotion, au fait, que l'idée, cette édition spéciale-là, au fait, elle a été acceptée par les gens qui font la gestion du voyage chez Caravani. Moi, comme je vous avais dit tantôt, ça fait 16 ans que je travaille pour Caravani, puis Caravani commence sa 26e année d'activité. Puis la Terre de Baffin a toujours eu une couleur particulière chez Caravani. Ça a toujours été le voyage mythique un peu, pour plusieurs raisons, parce que c'est le voyage, peut-être qu'on rencontre les conditions climatiques les plus extrêmes au niveau de l'effort physique à fournir aussi, c'est quand même assez joyeux et tout ça. Donc, il y a cet aspect-là, mais c'est surtout au fait que euh, l'histoire de Caravani est née avec un premier voyage en terre de Baffin, donc qui avait été fait par Richard Rémy, le fondateur de Caravani à l'époque. Ça a été le premier voyage offert. Puis Richard, il dit toujours à l'équipe de guide, il dit, tu sais, moi j'ai proposé ce voyage-là en terre de Baffin parce que je m'étais dit, s'il y a des gens qui sont prêts qui sont prêts à me suivre en terre de Baffin, il y a des gens qui sont prêts à me suivre partout. Ça a été un peu vraiment le début de l'histoire de Caravanier. Puis, avec les années passant et tout ça, le 25e est passé comme hyper rapidement, puis tout ça. Euh, Peut-être un peu trop, au fait. Puis, j'ai vraiment eu envie qu'on- de replonger mes collègues guides et l'entreprise aussi dans une réflexion de ça ressemblait à quoi Caravanier aussi au début. D'où l'idée d'offrir un voyage cette année qui reproduit vraiment le premier itinéraire qu'on avait fait en terre de Baffin. Donc, on avait relié l'intégrale des communautés entre Qikiqtarjuaq au nord, puis Pangnirtung qui se situe au sud. Donc, à l'époque, ce premier voyage-là, c'était littéralement, on mettait nos skis à partir de Qikiqtarjuaq, puis on descendait pendant 120 km jusqu'à Pangnirtung. Avec les années, ce voyage-là s'est modifié. Donc, on a toute la première section des premiers 90 km de banquise, là. Je vais rapprocher l'image un petit peu là, pour que vous puissiez voir, là. Donc, voilà, on va recentrer juste un petit peu l'image. Tous les premiers kilomètres, là, jusqu'à temps qu'on rentre sur la terre à la fin du fjord, là, vraiment dans la partie basse là, que je vous montre présentement. Toute cette partie-là, au fil des années, on le faisait en motoneige, au fait, pour se donner plus de temps d'explorer le territoire une fois à l'intérieur du parc à Ouitok. Toutefois, moi, cette partie en motoneige-là, je l'ai toujours trouvée magnifique. Il y a des montagnes magnifiques et il y a surtout quelque chose qui me marque beaucoup dans ces premiers 90 km-là, c'est vraiment extrêmement blanc. Ok? Le voyage en terre de Baffin, pour moi, c'est comme ces trois sections qui sont différentes finalement. Tu as une première section de banquise qui nous amène jusqu'à la fin, bon, en fait, au début du fjord, où on rentre à l'intérieur vraiment du parc à Ouito, donc une partie vraiment très côtière. On est sur la banquise, on est sur la mer gelée, et c'est extrêmement blanc. Donc, tu sais, la couleur que ça a, c'est vraiment, on est dans la blancheur, 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 là, tu sais, dans ce coin-là. La deuxième partie du voyage, où on est sur la terre ferme, on remonte une rivière, la rivière Hall. On traverse une série de deux lacs et on redescend une autre rivière pour arriver jusqu'au fjord Pangnirtung par lequel on va sortir. Et cette section-là du voyage, c'est pas tant une couleur que c'est la glace. On est vraiment sur la rivière gelée, on est dans de la glace très, 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 très ferme. Et après ça, la troisième et dernière partie du voyage, c'est on retourne sur la banquise pour un 30 km environ pour sortir du parc et revenir jusqu'à la communauté de Pangnirtung. Donc, l'itinéraire
qu'on faisait au début, c'était vraiment ça. On partait de Quitarjoac jusqu'à Pagnes. Avec les années, on a fait cette section de 90 km-là en motoneige. Et puis cette année, ce qu'on vous propose, c'est vraiment, pour moi, c'est le retour à la pureté de l'itinéraire, de vraiment l'essence de ce qu'on proposait à l'époque, vraiment une traversée dans la plus pure expression du terme, donc sans motoneige, sans support autre que la force humaine qu'on va devoir faire pour aller jusqu'au bout. Donc, on parle d'un itinéraire à peu près de 220, approximativement 220 km pour une durée d'expédition Montréal-Montréal de 21 jours. Donc, c'est à peu près 19 jours d'expédition. Et la moyenne, à peu près là, on vise entre 12 et 13 km par jour. Évidemment, les premières journées, des fois, on en fait un peu moins, mais la banquise est quand même assez plate, donc ça nous aide quand même vraiment à bien progresser. Donc, on n'est pas non plus dans une course folle, c'est vraiment quelque chose qui est accessible à faire, qui est possible. En 19 jours, on prévoit même avoir une ou deux journées qui vont nous permettre petite journée de repos, petite journée s'il y a des conditions météorologiques qui sont un petit peu plus difficiles. Donc voilà, donc première section, vraiment euh, la section de mer, de banquise qu'on fait. Par la suite, on rentre à l'intérieur des terres. C'est vraiment juste pour vous donner un petit portrait. Puis je vais vous montrer des photos tantôt là, pour que vous ayez un meilleur visuel. La section médiane où on rentre vraiment à l'intérieur des terres, on remonte une première vallée. Et vraiment, à la fin de cette vallée-là, de cette première vallée-là, c'est là qu'on rentre pour moi, dans la mythologie, là, la mythologie montagnarde de Keksualuk, qui est le mont Thor, le mont Asgard aussi, dont malheureusement j'ai de la misère encore à prononcer là, en Inuk pour l'instant. Mais on rentre vraiment dans ces montagnes-là qui sont exceptionnelles. C'est parmi les plus gros reliefs de la planète. C'est parmi les plus grandes falaises de la planète. D'ailleurs, le Mont Thor est reconnu comme étant la plus grande falaise de la planète. C'est discutable, mais ceci dit, à un 1300 mètres de dévers, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement fort comme sensation que ça nous amène. Donc, cette section-là de remontée de rivière nous amène vraiment dans des paysages avec des montagnes incroyables. C'est vraiment, pour moi, c'est les plus beaux paysages montagneux que j'ai vus. C'est fort, c'est puissant, euh, c'est pur. Voilà, j'ai de la misère à bien exprimer ça. Donc, on voit des grosses, grosses montagnes, on voit des immenses glaciers, on passe près de ces glaciers-là. On ne monte pas sur les glaciers, mais on passe près. Donc, la section terrestre, qui est la section grandiose, vraiment. C'est grandiose de A à Z, mais cette partie-là, elle est féerique, au fait. Donc, première section, on remonte le fjord, on traverse deux petits lacs. Le Summit Lake, le Glacier Lake au début, puis le Summit Lake après. Et après ça, on redescend la rivière. Et là, la dernière rivière, en fait, la rivière qu'on redescend pour aller jusqu'à Pangnirtung, c'est l'aventure. Ça change à chaque année. C'est extrêmement glacé. C'est pentu. La vallée est très encaissée. Encaissée, ça veut dire elle est assez profonde, puis les montagnes sont quand même près de nous. Euh, on a l'impression d'être dans les montagnes. Vraiment, on dit souvent là, que quand on fait du plein air, on se sent tout petit, là, mais là, on se sent minuscule. Là. C'est incroyable ce que ça nous fait vivre, ce que le territoire nous fait vivre comme émotion. C'est vraiment extrêmement fort. Donc, cette vallée encaissée-là, euh, pas tant d'ensoleillement aussi par jour parce que au niveau de l'orientation, c'est quand même nord-est, sud-ouest, un peu comme orientation. Donc, avec vraiment des sommets vertigineux alentour de nous. Donc, il y a peu de soleil, en fait, à cet endroit-là. Donc, et c'est propice au vent. Bon, vous commencez à comprendre que ça, ce que ça fait, c'est qu'on a, c'est la froideur, c'est le vent, bref, la puissance des éléments. Et tranquillement, après ça,
On redescend la vallée, ça s'adoucit un petit peu vers la fin. On embarque sur notre dernier fjord, on embarque sur la banquise, puis on s'en va, on passe quelques pointes et on s'en va jusqu'au petit village de Pagnirtun. Okay? Là, c'était juste pour vous montrer un petit peu en gros l'itinéraire. Donc, comme je vous disais, là, à peu près un 220 km qu'on peut faire. Puis, si vous voulez, je vais juste vous présenter quelques petites photos que j'ai prises l'an dernier. Moi, la Terre de Baffin, ça serait ma quatrième expédition que je ferais là-bas. Donc là, moi, tout est devenu noir. Donc, je vais essayer de... Bon, parfait, c'est revenu. Donc, la Terre de Baffin, ça serait ma quatrième expédition que je ferais là-bas. Donc, j'ai été mandaté là, pour le faire cette année. Et ça, c'est une petite photo de notre poulka. Au fait, chaque personne qui fait partie de l'expédition a son traîneau et c'est vraiment nous qui amènent de A à Z tout notre équipement. Et cette petite photo-là, super drôle, remarquez juste en bas à gauche, le traîneau est attaché sur une vis à glace. Donc, c'était l'an dernier. La montagne qu'on voit, c'est Keksualuk, donc c'est le mont Thar, qui est la montagne, à mon sens, la plus mythique un peu de cette région-là. Donc, notre traîneau était attaché parce que ça partait au vent sinon. Donc, c'est juste pour vous faire partager un peu, ça peut ressembler à quoi les éléments là-bas. Ben, des fois, c'est tellement fort qu'il faut attacher les traîneaux avec des vis à glace pour qu'ils partent pas au vent. OK? Donc, vraiment, petit paysage. Puis, moi, c'est un peu cette photo-là aussi de voir le traîneau avec le petite indication Caravani au pied de Thor. Ça fait 25 ans, 26 ans en fait, que Caravani est au pied de Thor à chaque année. Donc, beaucoup de fierté dans cette petite photo-là. Donc, on va aller voir la première partie du voyage. Hein, je vous ai dit, on était sur un 90 km de banquise. Bien évidemment, ce que ça nous amène, c'est qu'on va assurément croiser des icebergs. En fait, des icebergs qui sont gelés sur la banquise, donc on peut les approcher, on peut les toucher. Assurément que l'iceberg qu'on voit présentement, si le vent ne l'a pas sorti du fjord dans lequel on l'a vu, assurément, cet iceberg-là, il est encore en vie. Donc, il n'est pas disparu. Donc, je suis bien curieux de voir et j'aimerais bien savoir, en fait, si cette année, on va pouvoir le croiser. Donc, au fil de la progression qu'on est sur la banquise, surtout la première section, il y a vraiment quand même des très fortes chances qu'on croise des icebergs, qu'on puisse coucher au pied de ces monstres de glace. Donc, il n'y a pas de danger d'effondrement ou de revirement comme l'été. Donc, c'est vraiment beaucoup plus sécuritaire de les approcher en hiver qu'en été. Donc, j'espère qu'on va pouvoir aller les voir. Allez les voir. C'est vraiment impressionnant. Les premiers 90 km qu'on fait sur la banquise, on vous propose de les faire en ski parce que c'est le moyen le plus adapté pour se déplacer vraiment sur cette banquise-là. Ceci dit, la banquise peut être gelée, glacée ou elle peut être enneigée. Donc, l'année passée, elle était quand même assez glacée, donc il n'y avait pas tant de neige dessus. Donc, ça se peut qu'il y ait des sections qu'on marche juste avec des bottes et des crampons. Mais ceci dit, c'est sûr que dans les premiers 90 km, il va y avoir du ski qui va être possible de faire. Donc, avec le fjord qui se termine, on rentre vraiment dans la section un peu plus terrestre. Sur la petite photo qu'on voit présentement, les gens sont en raquette parce que les versions qu'on faisait dans le passé, au fait, vu que la banquise, on la faisait pas à pied, donc la raquette était quand même propice pour se déplacer sur la section terrestre. Donc, comme nous, l'édition spéciale de cette année, on va faire la partie en ski. Ben, sur la terre ferme, ben, ça se peut qu'il y ait des endroits qu'on remette les skis ou comme l'année passée, moi, j'ai seulement mis les raquettes, je les ai mis, je pense, une ou deux journées. Le reste du temps, j'ai été en bottes et crampons tout le long, tellement c'était glacé, tellement il n'y avait pas tant de neige dans ces vallées-là. Peut être particulièrement l'an passé, c'était extrêmement sec. Donc, au niveau des campements, comment ça se passe? Moi, j'ai une philosophie très forte et que je tiens énormément dans le voyage en terre de Baffin. C'est un voyage où le froid est extrêmement présent. C'est le terme du voyage. Puis pour moi, pour faire face à ce froid-là, j'ai besoin
psychologiquement de chaleur humaine. J'ai besoin de me sentir près des gens. OK? Donc, souvent, je dis ça, je l'exprime comme ça, c'est que pour un peu pallier au froid du climat, j'ai besoin de chaleur humaine pour être capable d'y faire face. Donc, on a vraiment cette tente commune-là, donc une petite stronghold. Donc, l'année passée, j'avais 6 voyageurs qui étaient avec moi et on dormait tous à l'intérieur de cette tente-là. Donc, on y dormait et on y mangeait. On avait assurément des tentes pour en cas d'urgence et des trucs comme ça, là, quand même. Là, on a tout un plan et une séquence d'intervention qui est prévue. Mais on faisait tout à l'intérieur de cette tente-là, ce qui nous amène un confort. Okay? Ce qui nous amène le fait que quand je pars les brûleurs, le soir, quand je dois faire fondre la glace, la neige, quand je dois préparer les repas, puis j'ai un 3-4 heures de réchaud à faire, de gestion de réchaud et tout ça, ça amène une température qui est quand même assez confortable à l'intérieur de la tente. Une fois que les repas sont terminés, on rentre tout notre matériel en dedans, tout gèle en moins de 2 secondes. Ça se condense vraiment beaucoup, beaucoup. Puis, on peut dormir au sec, là, tout le monde à l'intérieur de la tente. Donc, au lieu des tentes individuelles, on est vraiment dans quelque chose de très communautaire, de très social, de moments partagés. C'est vraiment de cette manière-là que j'aborde ce voyage-là. Euh, je vous disais le blanc hein, au début là, de la première section de la banquise, mais quand le soleil se couche ou quand il y a une couverture nuageuse, il y a comme une teinte bleutée aussi qui vient à l'intérieur de ça. Et on est vraiment tout seul. Euh, tu sais, euh, Au fait, j'ai jamais croisé d'autres expéditions quand j'étais en terre de Baffin. Des fois, j'ai croisé des traces d'expédition. J'ai vu des traces de 2, 3 personnes qui étaient passées avant nous ou des choses comme ça, mais j'ai jamais de mémoire croisé d'autres expéditions. Il y en a, mais il n'y en a pas énormément quand même qui vont dans ce coin-là l'hiver. Donc, c'est vraiment, il y a un sentiment d'être loin, de vraiment être très, très loin. Euh, donc voilà. Puis on continue. Là, on commence, on est vraiment dans la section terrestre. On commence à rentrer dans je vous avais dit tantôt, les montagnes un peu mythiques. Pour moi, ça, les montagnes qu'on voit là, c'est vraiment la porte d'entrée dans le territoire mythique, là, si on veut, du parc Aouituk et tout ça. Donc, évidemment, c'est des parois qui, pour les alpinistes et tout ça, qui sont évidemment mythiques et tout ça. Là, il y a vraiment un caractère très, très grandiose à ces parois-là, ces grandes parois granitiques et tout ça. Puis nous, on se balade en tirant nos traîneaux au pied de tout ça. Donc, c'est un peu là pour vous mettre un peu l'ambiance, à quoi ça ressemble. Dans cette section-là, on était rendu à fonctionner avec les crampons, puis ça allait super bien tout ça. Euh, Parfois, le poids des poulkas peut faire peur un petit peu. Là, on parle de traîneaux. Poulka, c'est nos traîneaux finalement. Là. On va parler d'un 60 kilos à peu près. Euh, pour de vrai, c'est peut-être un petit peu moins, là, mais c'est dans ces alentours-là quand même. Évidemment, ça se glisse, ce poids-là se glisse beaucoup mieux qu'il se porte sur les épaules. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. En fait, c'est vraiment quelque chose d'accessible, mais il faut bien comprendre que ce voyage-là, c'est des conditions climatiques qui sont extrêmement difficiles. Donc, vivre le froid, dormir dans une tente pendant 19 jours, à la fin de l'hiver arctique et tout ça, c'est particulier. L'an passé, par exemple, là, ça a été ma plus froide année de Baffin, puis il a pas fait, j'ai pas eu une nuit plus chaude que -25. Donc, ça a toujours été -25 et plus froid. Mais j'ai eu d'autres années où, exemple, dans la journée, j'ai eu des températures près de zéro. Donc, c'est quand même difficile là, d'approximer ça va être quoi les conditions climatiques là-bas, mais il faut s'entendre à avoir quand même je pense pas que je vais revivre une expédition comme l'an dernier où on a vraiment eu du plus froid que -25 à toutes les nuits. Mais ceci dit, il faut quand même être préparé à ces conditions-là. Donc, c'est surtout vivre ce froid-là pendant une longue durée qui est difficile. En termes d'effort physique, oui, il y a de la marche à faire et tout ça, mais c'est quelque chose d'accessible. Je dirais que c'est plus de vivre l'isolement, combattre le froid, apprendre de l'hiver et tout ça qui devient pesant, qui devient difficile, au fait, pour les voyageurs.
Donc, les campements qu'on fait, tu sais, là, on a le Asgard, là, qui est la montagne sur la gauche, là. En fait, les Inuits là-bas, ils ont nommé cette montagne-là, c'est la montagne en forme de baril. Donc, c'est ça que son nom Inuit, au fait, veut dire. Donc là, on est au pied du glacier Turner, donc sur le lac Glacier. Donc, on vient de quitter la première vallée. On est vraiment sur la section des lacs. Donc, on est vraiment dans ces montagnes-là qui sont vraiment très, très puissantes, très, très esthétiques, là, vraiment, là. Puis, on descend après ça. Une fois qu'on a traversé les deux lacs, on fait la descente de la rivière Wessel. Et là, c'est littéralement là que ça change à chaque année. Donc, vous voyez que là, on tient littéralement notre pulka. On n'a pas besoin de la traîner. Cette section-là est assez abrupte, assez impressionnante. Mais ça se fait bien chaque année. Ça se gère bien tout ça au niveau des risques et tout ça. Mais c'est impressionnant qu'on arrive littéralement dans une rivière qui, devant nous, on voit que ça tombe presque et tout ça. Donc, c'est hyper, hyper impressionnant. Ça se calme après quelques kilomètres, là, évidemment, mais c'est juste pour vous montrer un peu la partie un peu épicée là, du voyage. Donc, évidemment, j'ai déjà vécu cette descente-là dans des conditions presque de blizzard et tout ça. Mais c'est le fun. Moi, j'adore ça. Au fait, plus c'est le bordel dehors, puis plus je me sens chez nous. Fait que dans ce temps-là, ça va bien. Donc vraiment, la montagne qu'on voit là, en forme de dent, que pour moi c'est comme la dent de requin, c'est elle, Keksualuk, donc le mont Thor qui fait 1300 mètres déversante, donc c'est vraiment une falaise extrêmement impressionnante. Puis vous voyez un peu le cheminement, là, tu sais, c'est super évident où il faut qu'on passe, tu sais, on suit la rivière. Et l'année passée, d'habitude, les photos sont plus blanches que ça. L'année passée, là, vraiment très, très peu de neige et beaucoup de vent. Fait que, il n'y avait presque pas de neige. C'était même des fois, il fallait se gratter un petit peu la tête pour aller chercher de la neige pour le campement et tout ça. Mais il y en avait toujours quand même à proximité. Mais des fois, il fallait faire quelques petites minutes de marche là, pour aller chercher de la neige pour que je puisse la faire fondre pour les repas. Donc, super endroit, super photo. Tu sais, vraiment la montagne sur la gauche qu'on voit avec le petit glacier dessus, c'est le Breidablik aussi. Donc, celle-là, elle n'a pas de nom connu pour l'instant par les Inuits, mais voilà, c'est hyper, hyper esthétique comme endroit. Là, notre petit campement qu'on avait fait au pied de Thor, donc de Keksualuk, vraiment cette montagne déversante là, qu'on voyait là-dedans à la photo d'avant. Euh, Dans ce coin-là, là, c'est le fun d'avoir un guide parce que les endroits pour camper là, se comptent sur. En fait, il n'y a presque pas d'endroit pour camper. Fait que, évidemment, comme ça fait 26 ans qu'on va là, évidemment, les informations se passent bien entre les guides et tout ça. Donc, on a nos petits spots aussi pour nous assurer qu'on a des campements qui sont protégés des vents dominants dans ce coin-là. Donc, évidemment, dans ce coin-là, les vents, ils suivent la vallée. Là. C'est vraiment des phénomènes orographiques là, qu'il y a dans ce coin-là. Donc, petit campement sur les cailloux. Et on continue de descendre la rivière. Et là, c'est la petite partie le fun. C'est que la pente est tellement douce. On approche tranquillement la fin du voyage. Là, où la photo a été prise, il doit rester à peu près un 45, peut-être 50 km avant d'arriver à Pagnirtoul, ou à peu près 45. Donc, la rivière est douce, ça descend. Donc, des fois, on fait juste traîner notre traîneau avec notre main. En fait, ça glisse tout seul. Donc, après avoir un peu lutté les premiers jours là, pour remonter la vallée, traverser les lacs et tout ça, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus doux à la fin. Bien que l'ensoleillement que je vous disais, ben, c'est ça, là. Ça doit être une photo qui a été prise vers 11h, 11h30, là, à peu près. Là. Donc, le soleil n'était même pas encore arrivé dans la vallée. Donc, encore une fois, Keksualuk qu'on voit de l'autre, le grand pan vertical là, qu'on voit au bout. Donc, on va aller voir deux lacs qui sont dans ce coin-là. Et sur le lac, là, moi, je passe littéralement, si je le pouvais, des heures à quatre pattes, OK? Parce que
il y a tellement profond de glace et je n'ai pas encore tout à fait compris le phénomène, comment ça se faisait, mais c'est plein de petites bulles d'air qui sont gelées à l'intérieur. Et littéralement, je me promène à quatre pattes sur ces deux lacs-là, le Windy Lake puis Crater Lake, à observer ces phénomènes-là qui me propulsent dans la galaxie là, quasiment. Là, j'ai l'impression d'être dans Star Wars ou quelque chose comme ça, là, de voyager à des vitesses super vite et tout ça. Là, donc, quand je vous disais là, que au début, c'était la blancheur, la deuxième partie qui était vraiment la glace. Et là, on rentre vraiment dans cet aspect-là, là, dans ces couleurs-là, dans tout le travail qui se fait dans la glace et tout ça. Donc, sérieusement, je peux passer des heures à observer ces phénomènes-là. Là. C'est vraiment chouette. Là, après ça, on commence tranquillement à revenir un peu sur cette banquise-là. Revenir à Pagnirtung, là, c'est vraiment là, on est sur les premiers pas sur la banquise, le dernier 30 km qu'on fait pour revenir jusqu'à Pagnirtung. Donc, vous voyez, c'est quand même assez glacé comme condition. Il y avait peu de neige. Généralement, c'est comme ça. Ce fjord-là est comme le premier qu'on fait, là, la première partie, un peu plus enneigée, mais généralement, quand on arrive près de Pagnirtung, on est un petit peu plus dans de la glace. Puis, malgré toute l'adversité, OK? Il faut quand même être franc par rapport à ce voyage-là. C'est pas un voyage qui est facile, c'est un voyage de défi, là, vraiment. Et puis, malgré tout ça, malgré la longueur, malgré le froid, malgré tout, ben, vous voyez, ça, c'était les voyageurs avec qui j'étais l'an passé à la fin du voyage. Donc, regardez leur visage, là. Tu sais, il n'y a personne qui est magané, qui est brûlé par le froid. Donc, tout le monde avait quand même une bonne énergie à la fin de ce voyage-là. Donc, évidemment, tu sais, on accompagne, tu sais, moi, j'accompagne les gens avec qui je suis là-dedans pour qu'ils développent une certaine forme de confort dans cet itinéraire-là et tout ça. Mais tout ça pour dire que malgré la difficulté, malgré que c'est assurément parmi les trois circuits les plus difficiles chez Caravani, ben, c'est quelque chose quand même d'accessible. Il faut être une personne en forme. Puis à la fin du voyage, il y a moyen de finir avec le sourire. Et c'est ça l'objectif aussi, là. C'est de finir avec une bonne fierté personnelle, avec un beau sourire et tout ça. Donc, je vais laisser un petit peu sur cette photo-là. Évidemment, tu sais, malheureusement, en fait, si je pourrais le dire ainsi, tu sais, ce voyage-là, on est peu en contact avec les communautés. Ben, d'un, parce qu'on ne prend pas les services cette année tu sais, de motoneige pour nous amener jusqu'au bout et tout ça. On est un peu plus en contact à la fin de notre voyage. Donc, quand on arrive à Pagnirtung, qu'on va au bureau de Parc Canada, qu'on va dans une petite boutique pour voir un peu l'artisanat local et tout ça. Mais tu sais, il faut vraiment, tu sais, ce voyage-là, il est fait en forme et il a été dessiné, tu sais, vraiment sous la forme c'est un défi de vous amener au fait dans un paysage qui est incroyable. Tu sais, pour moi, c'est les plus beaux paysages qu'on a assurément au Canada et c'est vraiment exceptionnel ce qu'on peut voir, ce qu'on peut expérimenter là-bas. Donc, pas tant de contact avec les gens locaux. Malheureusement, des fois, on en croise en motoneige et tout ça, mais c'est arrivé quand même assez peu souvent. Donc, un peu plus en voyage d'équipe où on a finalement formé une équipe pour être capable de passer à travers ce beau voyage. Donc, voilà, tu sais, je pense que je pourrais, après ça, juste vous parler, tu sais, au niveau de la nourriture, tu sais, on part avec tout. Tu sais, c'est un voyage où on part d'Ottawa pour aller je vais arrêter le partage d'écran. Parfait. Donc, on part d'Ottawa là, pour aller jusqu'à Qikitarjuaq. Donc, on part le 22 mars, si je ne me trompe pas. C'est un voyage de 21 jours. On part avec toute la bouffe, avec les traîneaux. On part vraiment avec tout là, pour être prêt pour le voyage. Puis pour la nourriture, c'est de la bonne nourriture d'expédition, sans tomber dans, pour être franc, on n'est pas dans, exemple, si FX serait là encore avec nous, c'est pas les Mongrous, là, on n'a pas le luxe d'avoir
la grosse cuisine qui vient avec nous et tout ça. Donc, c'est vraiment une bonne nourriture d'expédition quand même. Il y a beaucoup de préparations qu'on fait un peu à la maison quand même aussi avant de partir, principalement du lyophilisé pour les repas du soir. Mais ceci dit, c'est assurément une nourriture riche et abondante parce que clairement, la chose qu'on ne veut pas, c'est manquer d'énergie là-bas. Donc, tout est pensé pour nous amener vraiment en fait, ce qu'on a besoin en fait, pour vivre dans ce territoire-là, pour expérimenter vraiment le grand nord, vraiment l'extrême nord du Canada et tout ça. Donc, ça, c'est super. Après ça, au niveau du matériel, c'est un peu comme FX. Là, tout le matériel de groupe est fourni, tente, poulka, puis pour la cuisine et tout ça. Sinon, vous devez fournir vos skis pour la première section, ski nordique ou ski ou pour faire du hors-piste, là, c'est possible aussi. Donc, après ça, matelas de sol, sac de couchage, c'est des choses que vous devez fournir. Et c'est un des circuits de Caravanier où le matériel a quand même une bonne importance. Fait qu'évidemment, si vous vous inscrivez à ce circuit-là, il y a, bon, il y a une liste de matériel qui est là, mais il y a vraiment aussi un suivi qui est fait pour vraiment qu'on s'assure. C'est un des voyages où le suivi est plus serré parce que les aspects de qualité d'équipement ont un impact sur la qualité du voyage que vous allez vivre là-bas. Donc, si on achète du matériel de mauvaise qualité, on va vraiment le ressentir là-bas. Donc, c'est pour ça qu'on accompagne vraiment les gens le plus possible là, dans les conseils et partager notre expérience pour faire en sorte que ça se passe vraiment bien là-bas. Voilà un petit peu au niveau du matériel. Montréal, l'itinéraire, je vous ai présenté l'esprit. Bref, voilà. Donc, je vais être sur le circuit cette année. Il va peut-être avoir un deuxième guide aussi, peut-être. Là. Ça commence déjà à se remplir tranquillement. Donc, on voit qu'il y a de la demande cette année, une bonne demande pour ce voyage-là. Donc, c'est pas impossible qu'on soit deux guides. Donc, moi, je l'ai juste guidé tout seul jusqu'à maintenant, mais ça serait le fun que je puisse partager ça avec quelqu'un, évidemment. Puis voilà. Après ça, je vous invite au fait dans la, la section Q et R au fait à me poser des questions. J'en vois là, que je n'avais pas répondu. En fait, j'avais vu, mais que je vais prendre le temps de lire. Est-ce qu'il y a un entraînement en particulier? Euh, il n'y a pas un entraînement en particulier. Moi, ce que je vais vraiment vous conseiller, c'est vraiment de faire du ski de fond, évidemment, pour ce voyage-là. Et ce qui, ce que je vois là, qui a le plus d'impact chez les voyageurs, c'est pas tant la préparation physique que la préparation psychologique. Donc, être prêt à aller vivre des conditions qui sont froides. OK? Donc, plus que la préparation physique qui est importante, qui doit être là, évidemment, il faut se préparer psychologiquement en allant passer plusieurs nuits à l'extérieur, en vivant à l'extérieur un peu pendant quelques jours, si c'est possible, pour vraiment se frotter un petit peu aux conditions qu'on va pouvoir vivre là-bas. L'aspect physique, on le voit souvent, on le perçoit souvent comme quelque chose d'important. Ça l'est, mais ne pas négliger d'essayer de vous développer une petite expérience aussi, évidemment, parce que ça va vous amener un confort psychologique qui va être super important pour ce voyage. Évacuation toujours possible, donc il y a deux moyens d'évacuation, trois moyens d'évacuation là-bas. Donc, le moyen qu'on a, je pense que Marie-Josée avait déjà utilisé, on n'a pas souvent sorti des personnes sur ce voyage-là. Moi, j'ai jamais sorti personne. Donc, on peut le faire. Il y a des pourvoyeurs là, locaux qui sont dans les deux communautés qui amènent, qui nous amenaient auparavant en motoneige. Donc, ils peuvent venir nous chercher à l'intérieur du parc en motoneige. Donc, ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est Parc Canada aussi qui peut venir nous chercher. On a tous les numéros d'urgence et tout ça. Et après ça, c'est vraiment l'armée canadienne, en fait, qui partirait de Trenton, en Ontario. C'est eux qui sont responsables de toutes les recherches et sauvetages dans le Grand Nord canadien. Donc ça, c'est au niveau de l'évacuation, les trois moyens qui seraient, dépendant en fonction de qu'est-ce qui se passe, là, qui seraient accessibles. Équipement, bottes ou autre en particulier, oui, totalement. Puis ça, dans la liste de matériel, c'est des choses qui sont vraiment précisées. Il y a le matériel pour le ski d'une part, mais pour les bottes,
c'est simple, on prend ce qu'il y a de plus chaud, là, c'est vraiment ça. Moi, j'ai eu pendant longtemps, en fait, j'ai eu 2 fois des bottes de la compagnie Baffin avec des codes de confort de -100. Ça a toujours été super bien, super agréable de marcher avec ça. Ce qu'on veut, c'est une botte qui soit confortable et qui soit extrêmement chaude et à chaussons évidemment amovibles pour qu'on puisse dormir avec dans notre sac de couchage. Ça, c'est super important. Et après ça, quelle marque de matériel est-ce qu'on commande pour le matelas et le sac de couchage? Il n'y a pas tant de marques au niveau du matériel. Au niveau du matelas de sol, c'est évidemment, moi, ce que je conseille à mes voyageurs, c'est toujours d'amener deux matelas de sol. Un premier qui est gonflable et un deuxième qui est un isolant en mousse. Donc, pour faire face à des problématiques de perçage ou de malfonction là, sur le terrain. Évidemment, je ne rentrerai pas dans le détail là, de la cote R qui est attribuée au matelas de sol et tout ça, mais il y a différents modèles, là, évidemment, qu'on va vous conseiller qui fonctionnent bien là-bas. Puis pour le sac de couchage, les grandes marques fonctionnent très bien. Là, évidemment, c'est un sac de couchage Mommy. Moi, j'ai encore mon North Face avec moi. Mais il y a d'autres compagnies qui en ont. Mais évidemment, au niveau de la cote de confort, on veut quelque chose de -30 à -40. On veut vraiment le gros truc. C'est hyper coûteux comme pièce d'équipement. Mais sauf que vous allez passer au moins le tiers de votre expédition dans votre sac de couchage. Donc, ça vaut quand même la peine de passer du temps pour magasiner, en fait, cette pièce d'équipement-là. Douche, non, 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 non. Douche, non. C'est c'est pas possible. Donc, comment ça se passe? C'est qu'on, exemple, au niveau de l'hygiène féminine, donc, ce qui s'est passé, de la manière que j'ai géré ça, exemple, l'an passé, j'avais une voyageuse qui était là. J'avais monté une tente qui était pour elle, au fait. Et je lui faisais de l'eau chaude en fonction de ses besoins. Et donc, elle se lavait à la mitaine, au fait, au niveau de l'hygiène. Donc, elle arrivait à gérer ça de cette façon-là. Les gars m'ont moins demandé d'eau chaude, là. Mais ceci dit, il y a toujours, il y a comme un ou deux bains là, qui se prennent à la mitaine, généralement, dans cette tente hygiénique, là, si on peut dire ça comme ça. Donc, généralement, je fais chauffer de l'eau, puis, il y a moyen de faire ça à la mitaine pour quelque chose d'un peu plus costaud. Sinon, bien évidemment, on va malheureusement recommander les lingettes auto-nettoyantes et tout ça là, qui fonctionnent bien quand même pour ce voyage-là, là, pour l'aspect hygiénique un petit peu au quotidien. Pour les toilettes, quand on est sur la banquise, généralement, on va dans la zone de compression, c'est-à-dire c'est une zone où les crêtes de compression, zone de compression, c'est la section de banquise qui est près de la terre ferme. Il y a des blocs un peu erratiques de glace qui sont là. Puis on va dans cette section-là pour les toilettes. Donc, c'est vraiment en suivant l'appel de la nature. Donc, je dirais simplement comme ça. Quand on est à l'intérieur du parc, il y a quand on est dans le parc, là, vraiment la section terrestre, il y a 7 ou 8 refuges d'urgence qui sont 6 ou 7, bref, des refuges d'urgence qui sont à peu près à 20 km ou 15 à 20 km chacun là, les uns des autres. Puis à côté du refuge d'urgence, tu as des toilettes qui sont là. Donc, des fois, elles sont joliment défoncées, là, quand même. Par la météo et tout ça, là, mais généralement, on a quand même accès. Puis encore là, des fois, ça peut être un super endroit là, pour l'hygiène, justement, là, pour soit laisser des éléments qu'on a utilisés ou pour aller à la toilette. Donc, c'est des choses qui sont accessibles sur place. Euh, voilà, donc ça, c'est quand on est dans la partie terre ferme. La partie banquée, c'est vraiment sur la nature. Est-ce qu'il y a un poids en particulier pour bagages? Comment on avait fonctionné l'an dernier? Euh, pour les voyageurs, c'est un bagage de 23 kilos pour tout ce qui est matériel personnel. Ok?
parce que dans les billets d'avion, le deuxième bagage, c'est du matériel, c'est de la nourriture, c'est tous ces aspects-là qui rentrent à l'intérieur du bagage. Tu sais, c'est arrivé, là, tu sais, je dis ça rapido, là, puis, tu sais, il y a moyen de parler longtemps, là, mais, tu sais, c'est arrivé, exemple, qu'il y a une paire de bottes qui ne rentre pas dans le 23 kilos, ben, c'est pas grave, là, on va s'arranger, je vais trouver un moyen de le mettre dans un autre bagage, mais on vise le 23 kilos pour le matériel personnel. Puis, c'est ça. Pour de vrai, ça se fait bien là, de ce côté-là. Fait qu'il y a toujours un bagage de trucs personnels, puis un deuxième bagage de trucs communs d'expédition. Et assurément, il y a un troisième bagage qui est payé par Caravane. Celui-là, donc les deux premiers sont inclus dans le billet d'avion généralement. Là, ça se peut que ça change, là, mais je pense pas que ça changerait. Je ne sais pas pourquoi je vous amène cette réflexion-là. Mais sinon, le troisième bagage, les bagages en extra d'expédition, ben, c'est tout sous l'emprise de Caravani. C'est tout nous qui va défrayer les coûts pour ça. Donc, voilà. Sinon, des ours polaires, ben, il y en a dans ce coin-là. Donc, le premier 90 km de banquise, c'est l'endroit le plus propice qu'on aurait la chance de croiser un ours polaire. J'en ai déjà croisé dans d'autres expéditions. Donc, puis on a une arme à feu là, avec nous que j'amène directement de Montréal là, qui nous suit euh, comme moyen de défense là-bas. Donc, on a le permis aussi de Parc Canada pour pouvoir transporter l'arme à l'intérieur du parc parce que c'est pas une situation légale normalement, mais on a obtenu le droit de pouvoir faire ça de Parc Canada pour des raisons de sécurité. Donc voilà, donc après ça, les ours, on peut en parler beaucoup. Puis bien évidemment, on a plein de. Moi, c'est quelque chose que je vais, avec le groupe qui va se former pour ce voyage-là, c'est évidemment quelque chose qu'on va explorer ensemble, que je vais vous préparer, que je vais vous dire quoi faire, on va vraiment reviser un paquet de scénarios par rapport à cet animal-là. Puis, pour moi, ça serait une chance, au fait, d'en voir. C'est pas tant la crainte, parce que je connais bien les moyens de faire en sorte d'avoir des mesures de mitigation pour éviter le plus possible ces rencontres-là. Mais si ces rencontres-là arrivent, c'est aussi une belle chance au fait qu'on a de pouvoir voir cet animal-là dans son milieu naturel et non à l'Aquarium de Québec, là. Donc, donc voilà, au niveau des ours polaires, on est quand même prêt, là. On a toute notre stratégie là, qui est préparée par rapport à ça. Donc, voilà. Écoute, j'ai dépassé un petit peu d'une dizaine de minutes. J'espère que ça vous a juste donné au moins une vision un peu sur ce circuit-là, qui est particulier encore une fois cette année. Que j'espère que vous aurez la même excitation que moi j'ai de pouvoir vivre cette expérience-là, l'intégrale, de communauté à communauté. Je pense que ça va vraiment être extrêmement marquant, en fait, comme expédition. Je pense un petit peu plus même que les autres que j'ai vécu là, justement par le poids de ce voyage-là qui revient après 26 ans, qu'on refait la formule la première fois et tout ça. Donc voilà, c'est avec beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté que je vous ai présenté ça. Donc, si vous avez des questions, euh, j'imagine, tu sais, moi je suis guide chez Garavani, je suis pas dans les bureaux et tout ça, mais je sais que c'est FX qui va s'occuper de tout le suivi par rapport à ce circuit-là. FX qu'on a rencontré tantôt, qui est aussi le directeur des opérations, là. Donc, vous pourrez le contacter par courriel, là, j'imagine, bref. C'est lui, bref, sur le site Internet, si vous cliquez entrer en contact, bref, tout ça là, qui entrera en contact avec vous. Puis moi, généralement, je rentre dans la boucle pour tout ce qui est suivi, questionnement, un peu plus technique. Ceci dit, FX, c'est un grand guide aussi, qui a déjà fait Baffin une fois aussi dans le passé et tout ça, donc il va être capable de vous accompagner, de vous suivre. Mais tu sais, c'est pas rare qu'à un moment donné, je reçois des questions, puis on se fait une rencontre pré-départ aussi. Donc, on prend vraiment le temps d'essayer de se rencontrer le plus possible là, pour le départ de cette expédition-là. On ne fait pas de rencontres en personne parce que parfois il y a des Européens qui viennent aussi. Donc, on fait des rencontres par, ben, c'est ça, là, par Internet et tout ça. C'est de la manière qu'on fait ça. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions. J'espère que ça vous a fait un peu rêver. C'est un peu ça que j'aurais aimé vous partager avec vous aujourd'hui, là. Donc, j'espère que ça vous a intéressé puis
que vous allez dormir. Quand vous allez dormir ce soir, j'espère qu'avant de vous coucher, vous allez rêver au blanc et à la glace de Baffin. Au plaisir de vous voir là-bas. Puis merci beaucoup pour les questions, ça a été super cool. Puis au plaisir de vous voir sur la banquise là-bas.